En manchette ce soir, Normétal pourrait perdre ses classes de secondaire. Une maman déplore le manque de communication du centre de service scolaire de Lac-Abitibi. On a besoin de se faire entendre, on a besoin de se mobiliser, on a besoin d'être écouté. Plan d'action pour attirer les Premières Nations dans le secteur minier. On veut vraiment donner des outils, des guides, des façons de faire aux enseignants pour s'adapter culturellement aux Premières Nations et Inuits. Et une vie sauvée captée en direct par les caméras de la Sûreté du Québec. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. On commence avec la Sûreté du Québec qui est intervenue pour un accident de travail ce midi à la fonderie Horn. Vers 13h30, un travailleur qui opère un convoyeur utilisé pour transporter le sable y est demeuré coincé. L'individu aurait été blessé à une jambe. Il était conscient quand les services d'urgence sont intervenus. Dans un autre dossier, est-ce que le pavillon de l'école boréale à Normétal pourrait perdre ses classes du secondaire? C'est du moins ce que craint Gabrielle Laplante, qui est mère d'un enfant qui fréquente l'établissement. Et Kimberly, elle affirme que le centre de service scolaire de Lac-Abitibi va bientôt étudier cette possibilité. Effectivement, Mélissa, les enseignants de l'établissement auraient également été informés par le CES récemment de la possibilité de déplacer ces classes du secondaire 1 et 2 à la SAR. De plus, l'organisation aurait envoyé un sondage aux parents d'élèves de 4e et 5e année du primaire. L'objectif, en fait, était de savoir où les parents veulent envoyer leurs enfants pour poursuivre leurs études secondaires. Et Gabrielle Laplante nous a mentionné en entrevue qu'elle a pris connaissance de cette information il y a quelques jours seulement. Et depuis ce temps-là, Mme Laplante a pris l'initiative de répandre le mot de bouche à oreille. Elle a donc personnellement appelé plusieurs parents pour informer de la situation. Et rappelons que plusieurs d'entre eux proviennent de différentes municipalités comme Dupuis, La Reine, Saint-Lambert ainsi que Beaucanton. En communiquant avec le centre de service scolaire, on lui a répondu que pour l'instant, plusieurs scénarios sont évalués. Bref, Gabrielle Laplante reproche un grand manque de transparence puisque très peu de personnes sont au courant de la situation. On a peur aussi beaucoup que ce qui arrive, c'est comme l'école de Hautier-Nord qui avait mis ça sur la table d'avoir une éventuelle fermeture d'école, puis que l'école a finalement, bon, ben c'est fini, on met la clé dans la porte, personne n'est consulté, puis on finit ça là. On voudrait pas que ça nous arrive parce qu'on voudrait pas perdre ça. Une école, c'est aussi le centre d'un village pour tout le monde. Et Kimberly, une réunion du conseil d'établissement de l'école qui est prévue mardi prochain à 18h30 pourrait permettre d'en savoir plus sur les intentions du centre de service scolaire. Oui, et encore là, Mélissa, Gabrielle Laplante déplore le manque de communication si elle n'avait pas publié l'information sur les réseaux sociaux, cette dernière considère que les parents et les autres personnes concernées n'auraient jamais su qu'une réunion avait lieu. Il semblerait aussi qu'initialement, cette réunion était supposée de se faire à l'interne malgré tous les partis impliqués. Selon cette maman engagée, cette possible fermeture de l'école secondaire affecterait grandement l'attractivité des jeunes familles à Normétal ainsi qu'à l'économie. Elle souhaite mobiliser le plus de citoyens possible afin de se battre pour la cause. La prochaine étape, ça va être vraiment de prendre tous ces témoignages-là puis d'aller au conseil d'établissement pour en parler, puis pour entendre ce qu'eux vont avoir à nous dire sur ce sujet-là aussi, pour avoir une idée claire de ce qui se passe et de leur projet futur, dans le fond, là. Qu'est-ce qu'ils visent avec nous? Le Centre de service scolaire du Lac-Abitibi nous a confirmé par courriel qu'ils évaluent les besoins des bâtiments, incluant naturellement le pavillon de Normétal, afin de faire une analyse complète. Donc, pour l'instant, aucune décision n'est prise. On fera quand même le suivi. Merci Kimberly. Au plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. À la question du jour, on vous demandait, avez-vous des inquiétudes concernant la dévitalisation des villages de la région? Vous avez répondu oui à 68%.
On passe dans le monde minier. En cette journée internationale de l'éducation proclamée par l'UNESCO, l'Institut national des mines lance un nouvel outil d'accompagnement pour les enseignants des élèves des Premières Nations et Inuits en formation professionnelle. Qu'Emilia La Liberté était au Centre régional d'éducation Créa-Kitiamik à Val-d'Or pour le dévoilement. Favoriser la persévérance scolaire et la réussite des étudiants issus des communautés autochtones, c'est la mission que s'est donnée l'Institut national des mines avec la création de son guide d'accompagnement de formation professionnelle. On veut vraiment donner des outils, des guides, des façons de faire aux enseignants pour qu'ils puissent adapter leur formation, leur façon d'enseigner pour s'adapter culturellement aux Premières Nations et Inuits. Jusqu'à présent, aucun matériel didactique ne permettait aux enseignants de soutenir les élèves autochtones dans leur parcours de formation professionnelle. C'est pourquoi les deux autrices ont tenu à élaborer de réelles pistes d'action basées sur la sensibilité culturelle. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment des particularités et des spécificités qui est propre premièrement à chaque élève, mais qui est aussi propre là, à leur particularité culturelle. Donc, c'est vraiment important de ne pas prendre rien pour acquis, mais de vraiment aller à la découverte, de découvrir qu'est-ce qui peut avoir un impact là, sur leur persévérance, en connaître plus sur les facteurs de protection, les facteurs de réussite. On en fait d'ailleurs état là, dans une des sections là, de l'outil. Puis ensuite, c'est de vraiment s'interroger puis en apprendre plus pour voir quelle stratégie on peut mettre en place là, pour pouvoir les contourner, là, ces facteurs de risque, là, finalement. Attirer davantage d'élèves en formation minière est aussi un autre objectif du guide d'accompagnement. Nous avons quand même plusieurs étudiants des Premières Nations et Inuits à travers le Québec dans les formations minières. Et ça va permettre, comme je disais tout à l'heure, de la réussite scolaire, la persévérance pour une diplomation, pour que ces gens-là, en bout de ligne, puissent travailler dans le secteur minier. Selon le directeur du Centre régional d'éducation des adultes Créa-Kitiamik, situé à Val-d'Or, ce sera un outil de plus pour rendre les formations plus inclusives. L'outil, comme tel, va nous permettre beaucoup de créer des partenariats avec les autres centres de formation professionnelle du secteur et aussi de un peu reviser nos pratiques, de se remettre en question puis d'améliorer nos façons de faire. Selon l'Institut national des mines, le guide pourrait possiblement être utilisé dans d'autres secteurs scolaires, comme dans les écoles primaires ou secondaires. Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On va parler maintenant de la fonderie Horn, puisque Ressources Falco et Glencore Canada Corporation se sont entendus sur les termes d'une convention de licence d'exploitation et d'indemnisation qui va permettre à Falco d'utiliser des terrains de Glencore pour le projet Horn 5 à Rouyn-Noranda. Cette entente prévoit également la création d'un comité stratégique et d'un comité technique composé de représentants des deux entreprises afin de définir notamment les paramètres d'exploitation et de développement. Glencore et la fonderie Horn vont conserver également la priorité des opérations sur le site du projet. Et on reste à Rouyn-Noranda. Après la législation imposée par Québec l'automne dernier pour réglementer la présence de Airbnb dans la province, les municipalités répondent aux exigences du gouvernement et c'est le cas depuis le conseil de ville de lundi dernier à Rouyn-Noranda. Yvon Moreau. Ce qu'on vient faire à Rouyn-Noranda, c'est qu'on vient encadrer l'utilisation, tant dans les secteurs que dans le nombre de logements disponibles. On l'a vu dans les dernières années, ça a mis une grande pression sur le logement locatif à Rouyn-Noranda, principalement au centre-ville. On voyait beaucoup d'unités se transformer en hébergement courte durée, donc ça rend indisponible certaines unités de location pour des gens qui voudraient vraiment avoir un bail de location, surtout pour des plus petites unités de logement. Les zones rurales, les zones riveraines, on sait que la pression sur le logement est moins importante. Donc, on voyait, puis il y a tout un avantage aussi au niveau de l'hébergement touristique, plus d'expérience là, en milieu riverain et autres. Donc, on n'a pas voulu couper ça. Puis au centre-ville, on le permet aussi dans une zone assez restreinte, mais avec certaines conditions. Donc, on ne peut pas transformer ou on ne peut pas faire un édifice à 100% en hébergement touristique de courte durée. À ce niveau-là, on a mis les édifices de 7 logements et moins. Il y a possibilité de mettre une unité locative en hébergement courte durée, puis les unités de 8 logements et plus, il y a possibilité de mettre 25% du bâtiment en unité locative courte durée. Vous considérez à la Ville que les Airbnb sont bien réglementés, bien entourés, bien gérés? On pense que ça vient effectivement encadrer quelque chose sans complètement l'interdire, mais de venir limiter vraiment là, la pression que ça peut faire sur le logement locatif. On pense que ça va
réussir à venir pallier à ça un petit peu. C'est sûr que ça fait partie d'une solution parmi beaucoup d'outils là, qu'on est à travailler. Il y en a qui sont déjà en place, mais il y en a qui s'en viennent aussi pour stimuler le logement locatif, stimuler la construction de logements, stimuler le logement abordable. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent aussi, là, donc on travaille fort là-dessus. Sur un autre sujet, l'entreprise Multitri Environnement doit verser plus de 15 000 $ pour avoir enfreint la loi sur la qualité de l'environnement. Et selon les informations du ministère de l'Environnement reçues hier, l'entreprise de Val-d'Or a omis de respecter les normes et conditions de son autorisation en faisant défaut de respecter la superficie des aires d'entreposage autorisées. L'entreprise est donc condamnée à verser une amende de 7 500 $ et doit en plus rembourser les frais et la contribution applicable, soit un montant de près de 7 600 $. Parlons économie, les chambres de commerce de Val-d'Or et Rouyn-Noranda appuient les recommandations de la Fédération des chambres de commerce du Québec, adressées au ministre Éric Girard en vue de l'élaboration de son budget 2024-2025. Parmi les priorités présentées par la FCCQ, on retrouve notamment un allègement du fardeau fiscal des PME et un accroissement des efforts de développement d'accès aux régions. Et à ce sujet, les deux entités parlent d'ailleurs d'un financement public de nouvelles lignes de transport d'électricité et un élargissement du programme d'accès aérien aux régions. La Sûreté du Québec a publié aujourd'hui une nouvelle capsule SQTV dans laquelle on peut assister à la réanimation d'un homme en arrêt cardio-respiratoire. Une intervention qui peut sembler assez exceptionnelle, mais qui n'est toutefois pas hors du commun pour le corps policier. Les détails avec Johan Carrière. La plus récente capsule de SQTV présente des images percutantes. La vidéo présentée sous forme de vlog raconte l'intervention conjointe des patrouilleurs de la Sûreté du Québec et des paramédics afin de sauver la vie d'un homme en arrêt cardio-respiratoire. Le sergent Jean-Raphaël Drolet, responsable des capsules SQTV, a notamment participé à l'intervention. Le travail des policiers, dans ce temps-là, c'est d'assister les paramédics. On s'entend que c'est un problème médical, mais on est là, on peut aider et on va surtout faire le côté physique, c'est-à-dire le massage cardiaque. On va se relayer, policiers, un après l'autre, parce que, comme je le mentionnais, c'est quand même assez difficile physiquement. Et ça va permettre aux paramédics de faire d'autres tâches. Le but de cette capsule est justement de démontrer que ces situations existent, mais également de parler de l'importance d'avoir des individus formés en réanimation cardio-respiratoire sur différents lieux de travail. Une formation en RCR et l'accès à un défibrillateur sont donc les deux meilleures manières de prévenir des décès dans des cas similaires, selon le sergent Drolet, qui mentionne que ce type d'appel n'est pas hors du commun. Il y a beaucoup d'événements où le travail en équipe, les gens qui s'impliquent font en sorte que ça donne des bons résultats. Et plus il y a de gens qui sont formés, plus il y a présence de défibrillateurs externes automatisés dans les endroits publics, bien, on vient augmenter ces chances-là de succès. D'ailleurs, Jean-Raphaël Drolet insiste que c'est la prise en charge de l'individu par une employée du magasin où s'est produit l'incident avant l'arrivée des patrouilleurs, ainsi que le respect de la chaîne de survie qui ont fait en sorte que l'homme est en vie aujourd'hui. C'est un exemple concret qu'une citoyenne qui a sa formation en RCR, qui agit tout de suite, qui fait les manœuvres, on contacte les secours immédiatement, on arrive rapidement, on met en place le défibrillateur externe automatisé. Il y a eu 5 décharges sur Yvan et on voit vraiment du début où Yvan, et puis là du tout, jusqu'à la fin où il se met à nous parler. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On passe en éducation. Le Journal de Montréal dévoilait hier que plusieurs écoles à travers la province avaient du mal à trouver des enseignants volontaires pour assurer le tutorat aux élèves ayant besoin de rattrapage en raison des journées de classe manquées lors des jours de grève. Et dans la région, le centre de service scolaire du lac Abitibi confirme en être à finaliser son plan de rattrapage. Même chose pour le centre de service scolaire Arikana qui mentionne également que pour l'instant, rien n'indique un enjeu de personnel pour répondre aux besoins. Et toujours dans le même domaine, se lever le matin étudiant et se coucher le soir avec son emploi de rêve. Voilà ce qu'ont accompli aujourd'hui une centaine de jeunes du centre de formation professionnelle de l'ASSAR lors de la 6e édition de la journée de recrutement. Anthony Dallaire.
La journée a commencé avec effervescence au Centre de formation professionnelle de la Sarre. Ce sont 48 entreprises des 4 coins de la région qui sont venues à la rencontre d'environ 130 élèves de première et de deuxième année. C'est sûr que d'avoir toute cette opportunité-là en même temps, la même journée, dans la même heure, et pouvoir passer des entrevues aussi directement avec les entreprises, c'est une très belle opportunité pour nos élèves. Organisée pour une 6e édition, la journée de recrutement offre plusieurs occasions de rencontres formelles et informelles avec des entreprises bien établies. La plupart des étudiants rencontrés ont déjà, avant la fin de la journée, reçu des offres de stage ou effectué des entrevues d'embauche pour un travail dans leur domaine d'études. Parce qu'il y a tellement de demandes de la part des entreprises pour venir rencontrer nos étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une journée spéciale pour eux, pour qu'ils puissent venir voir nos étudiants puis leur offrir des belles opportunités. Au vu des besoins de la région ainsi qu'en contexte de pénurie de main-d'œuvre, on juge la tenue de ce genre d'événement comme essentielle afin d'assurer une relève. C'est super intéressant de les rencontrer aujourd'hui parce que ça nous permet de faire un premier contact avec eux, de leur expliquer qu'est-ce qu'on fait comme entreprise, c'est quoi nos services. On cherche du 109 finalement, puis pour nous, c'est super important de leur montrer qu'on veut aller les chercher, qu'ils sont importants pour nous. Moi, j'ai déjà fait mon DEP ici, et je trouve ça vraiment cool de montrer qu'il y a un après aussi. Là. Il n'y a pas juste ce qui se passe, mettons, dans l'atelier. Il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à accueillir ce monde-là, qui ont plein de talents. Au grand plaisir des futures travailleuses et travailleurs. Ça se passe super bien, c'est le fun. Puis il y a pas mal de compagnies de mécanique, etc. Là, fait que ça donne des portes un petit peu partout. Ça se passe super bien. À date, j'ai 2 rendez-vous de bouquet, puis ça a bien l'air à cliquer, oui. Je voulais aller essayer du soudage à l'aluminium. Il y a une compagnie qui m'a bien intéressé. On a jasé un peu, puis on va pouvoir régler nos choses pour les stages qui s'en viennent futurement. Donc, tu as déjà quasiment des propositions de stage, là? J'en ai eu plusieurs, oui. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, La Sarre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour tout le monde, vous pensiez prendre avantage de la pause pour faire autre chose? Non, vous ne pouvez pas partir. Après la pause, on parle de musique. Ici, à TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Située à Pessac, l'entreprise Audacieuse Évasion offre depuis 1 an de la location d'hébergements d'exception flottant et sur glace et des équipements sportifs. Les propriétaires Sonia Houle et Raphaël Landry investissent 555 000 $ pour acquérir 2 chalets luxueux entièrement équipés, accueillant pour la nuitée jusqu'à 6 personnes. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, on vient de l'entendre, un bel extrait de Grégory Charles qui débute sa tournée en Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'est en l'honneur de ses 35 ans de carrière que Grégory Charles nous offre son spectacle Une voix, 10 doigts. Ça va se dérouler ce soir derrière moi au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Demain, il va prendre la route du côté de Val-d'Or pour ensuite aller à Amos et La Sarre. On a eu la chance de faire sa rencontre cet après-midi. Je vous le dis tout de suite, c'est un artiste tellement généreux. On a eu beaucoup de plaisir à parler ensemble et je peux vous dire qu'on a pu ressentir une petite nostalgie du fait qu'il revient ici en région. Mon premier rapport avec la musique, il est vraiment dans un petit environnement. J'ai fait de la musique avec ma mère, j'ai fait des camps musicaux. Moi, un des premiers camps musicaux auxquels j'ai participé, c'est ici en Abitibi, au Mont-Vidéo. Alors, je suis venu plusieurs étés consécutifs faire de la musique. Et c'était le fun parce qu'on faisait un mélange de musique classique et un mélange de musique populaire. Puis là, ça, c'était parfait pour mes intérêts à moi qui étaient vraiment très larges. Alors, moi, revenir en Abitibi, puis je le fais pas assez souvent à mon goût, là, mais revenir jouer en Abitibi, pour moi, c'est vraiment le meilleur contexte où présenter un spectacle anniversaire. Parce que pour moi, le début de la musique, il commence aussi un peu ici. Ce spectacle-là, il est né du fait que, en racontant mes années de ma carrière
à ma femme et à ma fille en particulier. Puis à chaque fois que ma fille, par exemple, disait tel artiste, puis je disais, ouais, j'ai déjà fait 1 ou 2 ou 5 ou 10 ou 12 shows avec tel artiste. Puis des fois, ce sont des artistes québécois, on s'y attend, mettons, d'avoir joué avec, je sais pas, avec Robert Charlebois ou avec Daniel Lavoie ou avec Céline ou avec d'autres. Mais c'est que ma carrière m'a aussi mené à jouer avec Barbra Streisand, puis avec les Rolling Stones, puis avec Paul McCartney, puis passer une journée avec Stevie Wonder, puis faire de la musique avec Josh Groban, puis faire de la musique avec Garth Brooks. Alors, finalement, quand ma fille et ma femme me parlent d'artistes, je leur dis « Ah oui, moi, je connais bien. Moi, j'ai déjà accompagné Aretha Franklin dans un show. » Et là, éventuellement, les deux, elles se sont mis à me dire « Mais tu devrais parler de ça. Si t'es pour faire un show, tu devrais parler de ça. » Alors, je me suis dit, OK, il y a sans doute un paquet d'anecdotes à raconter, un paquet d'histoires à raconter sur ce que j'ai vécu dans le show business, au sujet des artistes. Mais en même temps, moi, dans ma nature, faire un show fixe, qui est toujours le même, c'est pas moi. Moi, je fais des shows interactifs depuis que je suis tout jeune. Alors, le spectacle, c'est un spectacle interactif. C'est-à-dire qu'il y a un jeu auquel je joue avec le public, et le public intervient et dirige vraiment la direction musicale vers laquelle on s'en va. Puis, et en dirigeant ça, en dirigeant vers où on s'en va sur le plan musical, bien, ça dirige aussi quel genre d'anecdote et quel genre d'histoire je raconte. J'avoue vraiment, encore une fois, c'est une chose que bien des artistes disent, j'avoue que dans mes 35 ans, c'est vraiment un spectacle avec lequel j'ai le plus de plaisir. Les Foreurs de Val-d'Or sont en action ce soir à Victoriaville pour y affronter les Tigres. Ils disputent le match annulé le 6 décembre dernier en raison d'un virus contracté par plusieurs joueurs des Tigres. Plus de détails dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Foreurs de Val-d'Or sont en action ce soir à Victoriaville pour affronter les Tigres. Ils vont disputer un match qui avait été annulé, on se rappelle, le 6 décembre dernier en raison d'un virus contracté par plusieurs joueurs des Tigres. Le Vert et Or tentera donc de freiner à 5 leur série de défaites. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, la prudence est de mise sur la route car il y a un risque de bruine verglaçante. Oui, Mélissa, pour ce soir et cette nuit, au nord et au sud, c'est quand même 30 % de probabilité d'averse de neige. On a ensuite un minimum de moins 6 degrés au nord, un minimum de moins 4 degrés au sud. Pour demain, c'est la même chose, 30 % de probabilité d'averse de neige pour les deux secteurs. On a un maximum de 0 degré pour l'Abitibi et le Témiscamingue. Et un aperçu maintenant pour vendredi, ça va se dérouler sous les nuages avec un maximum de moins 1 degré. Le soleil est censé revenir d'ici dimanche. Merci beaucoup, Stéphanie. Je termine sur une nouvelle qu'on vient tout juste d'apprendre il y a quelques minutes. Sayona Québec annonce un plan de restructuration où 15 employés vont être du coup licenciés. Évidemment, on y reviendra demain avec plus de détails. Bonne soirée et à demain.